Bonjour et bienvenue à une expérience humaine. Dans cet épisode, je reçois Jean-Rémy Provost qui dirige le groupe Relief qui était anciennement connu sous le nom de Revive. Revive, ou maintenant Relief, c'est un organisme communautaire qui soutient les personnes qui souffrent de troubles mentaux, notamment d'anxiété, de dépression et de bipolarité. Donc, dans cet entretien avec Jean-Rémy, vous allez en apprendre davantage sur ce qu'est la dépression, ce qu'est l'anxiété, ce qu'est la bipolarité ou ce qu'on appelait aussi le trouble bipolaire. On va voir aussi comment chacune de ces conditions se décline, à quoi elles ressemblent, ce que vivre avec ces difficultés veut dire et plus important encore, comment Relief peut vous soutenir vous ou encore un membre de votre famille dans votre parcours. Bonne émission. Jean-Rémy Provost, bienvenue à l'émission. Jean-Rémy, on se connaît parce qu'on a siégé sur plusieurs comités ensemble, notamment des comités qui visaient à faciliter l'accès aux services en santé mentale. Puis je sais que tu es très, très, très dévoué à la cause de la santé mentale, à tout ce qui relève de l'accès aux services et puis de soutien, d'offres aux personnes qui sont dans le besoin. Tu es directeur de Relief, anciennement connu sous le nom de Revive. Je pense que ça fait 20 ans à peu près, depuis 2001, en fait plus de 20 ans depuis 2001. Tu t'es joint à l'équipe avant 2001, dans les années 90, à titre d'intervenant. Et puis là, tu me mentionnais avant l'entretien que c'était à toute fin utile un emploi d'été, un emploi d'étudiant qui s'est tiré dans le temps, c'est ça? Exactement, ça devait durer 12 semaines, cette expérience-là. Là, l'an prochain, je vais fêter mes 30 ans. Incroyable. Écoute, je pense que la première chose à faire, c'est parler, si tu veux bien, de l'historique de Revive ou de Relief. Comment ça a été fondé? Absolument. Donc, nos activités ont démarré en 91. Il y a eu des gens qui se sont réunis un peu avant. Puis il faut en parler, hein, parce que c'est vraiment, c'est une organisation qui part de ses racines. Donc, les gens qui vivaient avec une maladie mentale à une époque où il y avait la désinstitutionnalisation et les gens donc quittaient les hôpitaux psychiatriques. Donc, il y a eu cette mouvance-là, mais nos activités ont vraiment démarré en 1991 et c'est Guy Latraverse, qui est malheureusement décédé cette année, Mhm. qui a aidé avec d'autres personnes à démarrer ça. Et c'est important de le souligner parce qu'à l'époque, fin des années 80, début 90, on ne parlait pas beaucoup de maladies mentales, de santé mentale. Il y avait eu la politique de la santé mentale déposée par Thérèse Lavoie-Roux, je pense que c'était en 88 ou 89, mais on en parlait très, très peu. Et Guy Latraverse a permis, grâce à d'autres personnes, à donc faire rayonner cette association-là et faire en sorte que les gens puissent s'identifier à des gens comme Guy Latraverse qui vivait avec un trouble bipolaire qu'on appelait à l'époque la maniaco-dépression Oui, et qui a fait vraiment rayonner l'organisation à travers tout le Québec avec des tournées provinciales d'information. Et on a eu aussi, dès le départ, des professionnels de la santé qui étaient avec nous. Puis c'était quand même important. C'est comme s'il y avait la réunion de gens qui vivaient avec une maladie mentale et des professionnels de la santé. Donc, on a été un peu les précurseurs du croisement des savoirs, sans qu'on oui. parle de ça à l'époque. Savoir d'expérience, savoir professionnel, savoir scientifique. Et très rapidement, l'idée même des données probantes faisait partie de nous. Donc, historiquement, on a commencé par s'appeler l'Association des dépressifs et des maniaco-dépressifs. Ça paraît drôle en 2023 de dire ça, mais il faut se remettre dans le contexte qu'à l'époque, comme je disais tantôt, on en parlait tellement peu qu'il Mhm. fallait nommer les choses. On nommait la dépression, la maniaco-dépression, puis ça a permis vraiment une certaine amorce de démocratisation, si je peux m'exprimer ainsi. Donc, on a commencé par instaurer une ligne d'écoute, d'information et de référence, des conférences. Après ça, des groupes d'entraide sont nés. On a fait des tournées provinciales d'information. Donc, on allait dans les principales villes du Québec. C'était avant Internet, hein. Internet commençait à peine et donc c'était le moment où les gens disaient, parce qu'il y avait à la fois des témoignages et l'explication scientifique de la Scientifique. maniaco-dépression, de la dépression, et les gens levaient la main. C'est moi ce que vous dites, là, c'est moi. Donc, Guy Latraverse faisait des témoignages.
Et pour les gens, c'était la première fois qu'ils entendaient quelqu'un d'autre parler de ce qu'ils ressentaient. Donc, ça a été la première décennie, je dirais, vers la fin des années 90, début 2000, on a changé de nom pour Revivre. On s'est aperçu qu'à un moment donné, les gens disaient, et avec raison, on n'est pas une maladie, on est une personne. D'où le changement de nom, c'est D'où le ça. changement de nom. Et encore là, la racine, c'est vraiment les gens qui vivent avec. Donc, les gens souvent nous disaient, quand je vais chez vous, j'ai l'impression de revivre. Et souvent, ce mot-là revenait. Donc, on a changé de nom et on a aussi intégré les troubles anxieux. Donc, on s'apercevait que officieusement, on aidait les gens qui vivaient avec un trouble anxieux, puisque, évidemment, il y avait des troubles concomitants, puis il y avait beaucoup de personnes qui vivaient à la fois avec un trouble bipolaire et un trouble obsessionnel compulsif, par exemple, Parce qu'à dépression. l'origine, c'était vraiment la maniaco-dépression, ce qu'on appelle le trouble bipolaire aujourd'hui. Éventuellement, si j'ai compris, on a ajouté la dépression, puis par après, l'anxiété aussi, c'est ça? Exactement. Donc, en 2001, grâce à, je dirais, à Brian Bexon, qui est psychiatre, qui est Oui. décédé il y a 2 ans, qui est lui aussi est un on peut dire, un des fondateurs, puis une des personnes qui a vraiment démocratisé. C'est un des premiers qui parlait du fait que moi, je ne suis pas expert, j'amène une expertise, mais c'est la personne qui est l'experte. À l'époque, ça faisait jaser. Aujourd'hui, c'est dans le langage commun, mais à l'époque, un peu moins. Donc, C'est c'est un lui qui peu, avait. oui, c'est ça, c'était révolutionnaire, c'est-à-dire de prendre, parce qu'habituellement, le modèle, c'est le psy ou le clinicien ou le médecin qui arrive avec son expertise, qui s'impose comme ça, mais là, c'était vraiment à partir des racines, comme tu dis, puis donc les gens qui témoignaient de leur expérience, et puis il y avait un croisement justement en deux types de savoir, soit celui de l'expert, celui de l'expérience aussi. Oui, puis donc c'est lui qui a amené vraiment l'idée à l'association de dire qu'il faut s'occuper des gens qui vivent avec un trouble anxieux. On engloberait les troubles mentaux courants. Il y avait déjà une association qui s'occupait de la schizophrénie, troubles alimentaires aussi. Fait qu'on a fait un peu tout ça. Et puis pour revenir au docteur Bexton, puis j'en ai pas mentionné au départ, mais j'aime ça dire que j'ai deux chapeaux. Donc, oui, je suis un ancien intervenant devenu directeur général, mais je vis avec une personne qui vit avec un trouble bipolaire et un stress post-traumatique. On est ensemble depuis 27 ans. On a une magnifique fille qui a 22 ans aujourd'hui et tout. Donc, j'ai beaucoup d'expérience en tant que proche. Ça m'a beaucoup aidé à comprendre bien des choses. Puis, j'ai eu à accompagner très souvent ma conjointe qui aujourd'hui va très bien depuis de longues années. Mais il y a eu quand même des soubresauts au fil de fil en aiguille. Donc, j'ai eu à passer ça. Mais revenons sur l'historique. Donc, pour finir, pour boucler la boucle, c'est que les années 2000, c'était vraiment relief. C'était vraiment revivre. Donc, non, je pense trop au relief. C'était vraiment revivre. On a mis l'accent vraiment sur le fait que la personne puisse susciter l'espoir. On commençait ça. Mais à la fin des années 2000, on a commencé et encore une fois, les racines. Les gens ont dit c'est le fun, les groupes d'entraide. C'est plaisant de parler entre nous, mais on aimerait ça en savoir plus. Et on s'apercevait que les gens étaient avides d'informations. Internet commençait à être vraiment bien implanté, mais les gens commençaient de plus en plus à nous dire, oui, mais on ne sait pas l'information qui sort d'Internet. Est-ce que c'est de la bonne, de la mauvaise Mhm. information? On aimerait ça peut-être en savoir plus de votre côté. Et ces C'était des conversations, gens, Jean-Rémy, c'était des gens qui peut-être filaient moins bien ou présentaient certains symptômes, mais se questionnaient sur leurs conditions, c'est ça, puis ils voulaient de l'information, c'est ça? ben absolument. Notre clientèle, puis même encore aujourd'hui, c'est des gens qui, ben, le continuum est très large, hein. Des gens peuvent nous communiquer avec nous en crise. Nos intervenants sont formés en intervention de crise suicidaire, en intervention de crise. Donc, ça peut aller à faire des interventions comme ça peut être vraiment quelqu'un qui appelle et qui veut, a besoin d'une information très pointue sur le trouble bipolaire, par exemple. Donc, c'est de tout. Les gens sont soit suivis par des professionnels de la santé ou pas, pour toutes sortes de raisons, bonnes ou mauvaises. Donc, les gens arrivaient chez nous et voulaient quand même s'informer et disaient souvent, ben, OK, je suis sorti avec une prescription, mais je ne sais pas pantoute si ça veut dire quoi, une dépression.
troubles d'anxiété généralisée, qu'est-ce que ça mange en hiver? Donc, oui, Internet commençait, mais c'était pas aussi structuré qu'aujourd'hui. C'était moins accessible, la bonne information, je vais le dire comme ça. Alors, donc, les gens se retournaient vers nous et disaient, ben, on aimerait ça en savoir plus. Et de ça, on a commencé à regarder ce qui se passait autour de la santé mentale. Puis on s'est aperçu qu'au niveau des maladies chroniques, par exemple, au niveau le diabète ou Mhm. l'hypertension artérielle, qu'il y avait des programmes de psychoéducation qui existaient. Donc, c'était souvent, par exemple, une infirmière qui accompagnait les gens qui vivaient avec le diabète, donnait les éléments d'information et tout. Là, on s'est dit, ben, pourquoi ne pas faire la même chose au niveau de la santé mentale? Donc, les concepts d'autogestion existaient déjà dans la littérature scientifique, mais on l'a adapté grâce, entre autres, avec Jenny Hull, qui est professeur de psychologie à l'UQAM, Oui. qui a vu notre site web, puis qui a vu qu'on commençait tentativement à créer des ateliers. Puis elle a dit, ben, moi, j'ai le goût de m'impliquer avec vous, puis j'ai le goût vraiment d'impliquer la recherche là-dedans. Et moi, je lui ai dit, ben, Jenny, c'est un très bon timing, puisque nous, on veut vraiment créer des ateliers d'autogestion. Donc ça, on est au début des années 2010 et ça, on ne savait pas à l'époque, mais ces ateliers-là ont comme un peu euh, transformé notre organisme au grand complet parce que après ça, on s'est rendu compte que ça pouvait vraiment être adapté au niveau de nos interventions individuelles. Donc, on a tout le temps mis la personne au centre des décisions la concernant, mettre l'accent sur la responsabilisation de la personne. Mais là, on a ajouté les données probantes, on a créé aussi des choses, on s'est mis en phase vraiment d'innovation pour créer, oui, des 5 ateliers d'autogestion, mais aussi tout récemment un accompagnement individuel en soutien à l'autogestion. Donc, on a transformé. Quand je dis transformer, ça veut dire, par exemple, très concrètement, on est passé d'une ligne d'écoute, d'information et de référence où on utilisait l'écoute active, l'empathie et tout. Mais on ne faisait, puis je le dis en guillemets, c'est-à-dire que c'est très important, les reflets et faire de l'écoute active, mais je le dis en guillemets, on ne faisait que ça. Donc, on tentait pas de mettre la personne active dans ses choix. Et Mhm. là, la littérature scientifique, ce qu'il y avait, on l'a adapté, on a fait un peu un programme psychoéducatif 2.0 à ce moment-là. Et là, on est au début de la dizaine 2010 et on ne parlait pas d'auto-soin à l'époque, autogestion. On commençait à s'interroger sur le NICE en Angleterre, comment on l'adapte et tout. C'est arrivé un peu plus tard. Donc, les années passent, on commence à vraiment se peaufiner sur le concept du soutien à l'autogestion. Donc, vraiment d'être là pour faire en sorte que la personne puisse développer sa propre boîte à outils Mhm. pour se rétablir. Autogestion qui ne veut pas dire faire tout seul, qui ne veut pas dire de rejeter en bloc tout ce qui est psychothérapeutique ou pharmacothérapeutique. Au contraire, c'est vraiment de contextualiser ce que la personne peut faire et de s'entourer des bonnes expertises, mais avec Mhm. les choix que la personne s'établit. C'est ça. Donc, puis pour finir avec l'historique, c'est qu'on a changé de nom, donc encore une fois à la fin des années 2010. Pourquoi? Parce qu'on se disait justement revivre, c'était un concept qui est un très bon concept, c'est un beau mot, mais c'est comme si c'était quelque chose qui n'arrivait qu'en dans un court laps de temps, alors que le concept du rétablissement, que la personne puisse avoir des outils pour mieux composer, mieux vivre avec l'anxiété, par exemple, ben, c'est une notion de vie, c'est une notion de parcours. Donc, on a utilisé la symbolique en français, puis on voulait aussi avoir un mot à connotation anglaise. Donc, relief est beaucoup plus right to the point par rapport Ouais. au Mhm. soulagement et tout. Relief, ben, là, on est plus dans la symbolique des multiples reliefs. Donc, notre nom au complet, c'est Relief, le chemin de la santé mentale. Donc, chacun son propre parcours euh, de Mhm. vie. Donc, très rapidement, j'ai passé 32 ans d'existence où, du début jusqu'à encore aujourd'hui, la notion est axée sur comment la personne peut utiliser ses forces pour aller de l'avant. Mhm. Ça a tout le temps été ça. C'est les thèmes parfois qui changent avec le temps. Donc, voilà.
Mhm. Donc, écoute, je pense que ça vaut la peine qu'on s'y attarde un peu parce que tu sais, tu parles d'éducation, psychoéducation, soutien, ensuite des ateliers, l'autogestion. Peut-être, je pense que pour les gens, il faudrait peut-être décortiquer ça un peu, mais avant, ça fait 2, 3 fois que tu fais référence aux données probantes. Donc, je pense pas que les gens savent ce que ça veut dire nécessairement. Pourrais-tu l'expliquer peut-être en tes termes très, très simplement? Absolument. Je pense que c'est important, ça a tout le temps été important pour notre organisation de s'entourer. J'ai dit en tout début, on était un peu innovateur au niveau du croisement des savoirs. Euh, Ce que je veux dire, c'est qu'il y a un savoir expérientiel, donc chaque personne qui vit sa propre vie, mais en même temps, quand on parle de données probantes, on parle de données scientifiques, donc on parle d'aller valider, de faire une validation de ce que l'on fait comme activité, comme service. Autrement dit, de vérifier certaines hypothèses. Est-ce que ce que l'on fait apporte une différence significative auprès des gens? Est-ce que de créer des ateliers d'autogestion, est-ce que ces ateliers-là font du sens? Est-ce que, euh, est-ce D'un que point de pour, vue vraiment de recherche scientifique, là. au point de vue de recherche scientifique, par exemple, là actuellement, on est avec quelques chercheurs, dont Pascal Roberge de l'Université de Sherbrooke, de vraiment valider notre atelier Vivre avec l'anxiété. Mais l'ensemble de nos ateliers, il y a eu euh, des, euh, des évaluations sur non pas si l'atelier comme tel euh, fait une différence significative chez la personne, mais au moins de voir la- 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 l'impact que peut avoir, entre autres choses, l'atelier. Donc, je m'explique, c'est que on a validé que pour la plupart des gens, après la fin de l'atelier, après 3 mois, après 6 mois, il y avait une différence significative par rapport aux symptômes dépressifs. Si je Mhm. parle de l'atelier de la dépression, par exemple. Donc, une Les- amélioration. Donc, les une gens étaient moins amélioration, déprimés. Mhm. exactement. Donc, la notion de sentiment de bien-être, la notion de sentiment d'auto-efficacité qui avait augmenté également. Donc, évidemment, puis Martin, tu es un scientifique, donc ça ne dit pas que c'est juste l'atelier, évidemment, qui fait cette transformation-là, mais ça, on tente de le faire avec une recherche vraiment C'est certainement un premier pas, hein. Donc, c'est le premier pas à faire. Ouais. exactement. Donc, je reviens à ta question. Donc, les données probantes, donc d'être près vraiment de la science, de vraiment s'assurer que c'est pas parce qu'on est un organisme sans but lucratif et c'est pas parce qu'on se dit on fait du bien aux gens qu'on a le droit de faire n'importe quoi. Mhm. Puis ça m'a tout le temps habité comme directeur général de dire, je parlais des ateliers d'autogestion, mais même au niveau de nos services courants, est-ce qu'on peut vraiment valider? Valider les services, mais aussi valider le contenu. Donc, nos 5 ateliers d'autogestion ont été validés scientifiquement par un comité d'experts pour chacun des ateliers dans lequel étaient regroupés beaucoup de professionnels de la santé, mais aussi des personnes vivant avec la problématique, des proches. On a fait des groupes pilotes, etc. Et aussi, comme je disais tantôt, à l'intérieur de nos services, de s'assurer vraiment euh, qu'on puisse vraiment pas juste y aller de notre flair, mais Mhm. vraiment d'aller valider. Ça nous a poussé, puis j'en ai pas mentionné dans l'historique tantôt, mais c'est quand même assez important, en collaboration avec l'Université Laval, de créer une chaire de recherche. Et on pense qu'on est au Canada, puis je ne sais pas dans le monde, il y a très peu d'OBNL qui investissent dans une chaire de recherche. Donc, c'était la chaire de recherche s'appelle la chaire de recherche Relief en santé mentale, autogestion et travail. On a convaincu Beneva d'investir avec nous. On a investi 1 million de dollars sur 5 ans. Beneva, la même chose. Et elle est à l'intérieur de l'Université Laval. Et c'est le professeur Simon Coulombe qui a fait son doctorat sur le soutien à l'autogestion, donc qui était l'étudiant de Janie Hull, que je parlais tantôt. Et pourquoi qu'on a créé cette recherche-là? Bien, justement, c'est pour vraiment créer un espace de communication entre le savoir scientifique, de penser à des nouvelles avenues, de le valider
et après ça, de l'expérimenter au niveau du terrain, donc au niveau de relief. Puis on a rajouté la couche entreprise avec Beneva, donc l'intérêt de parler de la santé mentale au travail également. Mais, et nous, c'est notre dada, l'autogestion, donc de parler de ça. Donc, santé mentale, autogestion et travail. Et on est très, très fiers de cette chaire de recherche-là qui existe depuis 2 ans et demi, puis qu'on espère qu'elle va durer longtemps, justement pour euh, continuer cette préoccupation-là qu'on a positive sur la science. Écoute, je te le souhaite parce que c'est, de toute évidence, ça fait de relief. Vous êtes vraiment des précurseurs. Donc, souvent, les groupes communautaires s'attardent peu au volet scientifique. Donc, c'est vraiment, en fait, de toute évidence, c'est quelque chose qui vous distingue. Mais j'aimerais qu'on prenne quelques minutes parce que là, on va vite, on parle de services, d'autogestion. Concrètement, c'est quoi les services que vous offrez? Oui. Alors, à Relief, ce qu'on offre comme service, d'abord, les gens peuvent communiquer avec nous par tous les moyens de communication qui existent, là, c'est-à-dire euh, via Facebook, par téléphone, euh, par texto Messenger. On va mettre tous par- les liens dans le descriptif oui, pour que les gens absolument. puissent Donc, trouver puis c'est pas compliqué, hein. La meilleure porte d'entrée qui existe, c'est relief.ca, c'est notre site web où la personne a juste à cliquer J'ai besoin d'aide. Donc, tout est là. Donc, peu importe la méthode de communication, la personne arrive et peut poser toutes les questions parce que souvent, les gens me disent oui, mais qu'est-ce que vous faites? Puis pourquoi j'appellerais? Ben, d'abord et avant tout, de dire la personne à n'importe quel moment peut entrer en contact avec nous. Donc, ce qu'on offre, c'est de manière ponctuelle, donc offrir du soutien ponctuel à travers une intervention individuelle qui peut durer 1 à 2 rencontres, donc qui va servir à cerner les besoins de la personne. Oui, l'écouter, on ne passe pas à côté de ça, évidemment. Et souvent, on est probablement, encore aujourd'hui, la première personne à qui la personne va se confier. Mhm, Puis ça m'émeut encore de voir que ça existe. Les gens n'osent pas mhm, aller à leur CLSC, n'osent pas aller voir un psychologue, ils ne savent pas mhm. trop. Euh, je- et souvent, la phrase est je ne sais pas par où commencer. Donc, Exact. c'est vraiment un premier pas, une première ligne, si on peut dire. Ça C'est pas peut être aussi par. nécessairement, c'est pas limité au patient. Enfin, un patient, c'est aussi, ça peut être un parent, par exemple, qui s'inquiète. Ça peut être un conjoint. Tu parlais de ton histoire plus personnelle, donc ça pourrait être un conjoint qui s'inquiète quand on son partenaire de vie. Donc, ces personnes-là aussi peuvent contacter Relief pour avoir de l'information, puis savoir un peu comment se positionner, où est-ce qu'on s'en va, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce qui se passe, c'est quoi les services qui sont disponibles. J'ai raison? Ah, ben, tu as absolument raison. Puis c'est ce qui fait la force de relief, c'est peu importe qui on est, collègues de travail, amis, parents, enfants, c'est de communiquer avec nous. Ce qui fait notre force aussi, c'est les références. Donc, ça fait 32 ans qu'on existe. Si on est capable de bien accompagner la personne, on le fait. Mais si ça peut être un autre organisme, une clinique ou peu importe les besoins de la personne, on va référer. Je parlais donc d'une intervention individuelle ponctuelle, mais il y a aussi une intervention de groupe. Donc, on a des groupes de soutien qui sont en virtuel comme en présentiel, dont les gens ça peut être leur première expérience. Et souvent, ce qui peut être intéressant dans un groupe de soutien, c'est de se rendre compte qu'on n'est pas la seule personne au monde à vivre ça. Puis quand Et je dis ça, ça, c'est quand c'est aussi, Jean-Rémy, ça, c'est juste pour la personne ou pour l'entourage aussi? C'est ouvert à. on a un groupe de soutien pour les proches également. Donc, OK. les proches peuvent vraiment se rendre compte que, OK, je ne suis pas tout seul, là. Et Mhm. encore en 2023, Martin, il faut en parler. Les gens, Oui. oui, ça s'est un petit peu démocratisé, mais les gens vivent encore très, 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 très seuls par rapport à leur anxiété, par exemple, ou quand ils font une dépression. Donc, c'est la première porte et le fait d'entendre les gens parler, ça fait du bien. La notion d'entraide entre pairs, c'est vraiment un ingrédient actif. Puis ça peut être le premier balbutiement de, de- de- d'une mise en action de la personne. Donc,
autant en individuel qu'en groupe, la personne peut avoir de l'aide. Après ça, c'est ce qui fait notre force aussi, c'est qu'on a installé depuis à peu près une quinzaine d'années, donc j'en ai parlé tantôt, des ateliers d'autogestion. En quoi ça consiste? Mhm. C'est des ateliers d'une durée de 10 semaines, 12 semaines pour celui de la bipolarité. On en a 5. On a un atelier vivre avec l'anxiété, un vivre avec la dépression, un vivre avec la bipolarité, un vivre avec l'estime de soi, puis un vivre avec un meilleur équilibre au travail. Et ces 5 ateliers-là, donc, ça donne une durée de 10 semaines, 12 semaines bipolarité, en raison de 2h30 par semaine. Et dans ces rencontres-là, euh, les participants ont chacun des fascicules. Ça a été regroupé par thème. Mhm. Donc, je parlais tantôt des, euh, des, euh, des, euh, Distorsion cognitive, les... distorsions cognitives et tout. Donc, il y a un comité d'experts donc, qui se sont penchés sur les thématiques qui ont le plus de sens Ouais. par rapport à chacune des thématiques. Donc, il y a un thème par chaque rencontre. Il peut y avoir des diades, des triades, des exercices à faire à la maison. Il y a un retour la semaine après. Euh, C'est découpé en modules. Donc, parce que tu le parles, peut-être, c'est quoi une distorsion cognitive, puis c'est quoi le lien peut-être avec certains de ces troubles-là? Ben, justement, si la personne, par exemple, a une des distorsions cognitives, la surgénéralisation, donc la personne va vraiment euh, va prendre un élément qui la perturbe puis qui va l'amplifier à son maximum en disant que ça, c'est sa vie. Donc, c'est de nommer les choses, de nommer les distorsions cognitives. Merci d'en reparler parce que, dans le fond, ce que Relief tente de faire à travers son accompagnement, c'est de nommer les choses, d'expliquer les choses, oui, mais sous une base informative. Donc, c'est quoi une distorsion cognitive? Mais c'est aussi de donner le micro à la personne et de dire, selon vous, qu'est-ce que vous vivez? Est-ce que vous avez des distorsions cognitives après l'explication? Puis ce qui est important de dire, c'est que ce n'est pas une thérapie de groupe. Donc, les intervenants qui sont là ne sont pas des professionnels de la santé. Ils peuvent être professionnels de la santé, mais ils n'ont pas leur chapeau de professionnels de la santé. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'y a pas un suivi thérapeutique pour chaque membre du groupe. C'est plutôt un accompagnement. Donc, l'animateur, c'est un facilitateur qui est là, qui est quand même habilité à parler des notions, par exemple, de dépression ou d'anxiété, évidemment. Et c'est pour ça aussi qu'on a bâti un guide d'animateur Mhm. où tout est fait, je veux dire, de A à Z, donc tout est minuté, tout est expliqué, il y a des notes aux animateurs et les participants ont aussi leur fascicule avec eux. Mhm. Donc, le but de tout ça, c'est vraiment je pense que le meilleur exemple concret, c'est que si on parle des signaux avant-coureurs, donc par rapport à une maladie mentale, que ce soit la dépression, un trouble anxieux ou un trouble bipolaire, il y a des symptômes associés à chacun de ces maladies-là, mais il peut y avoir des signes avant-coureurs, comme par exemple baisse de sommeil chez telle personne. Moi, c'est le cas de ma conjointe, c'est que si elle commence à avoir moins d'heures de sommeil, ça peut vraiment l'affecter. Il y a des symptômes reliés, par exemple, au trouble bipolaire qui peut arriver, comme par exemple, ses perceptions vont commencer à être un peu erronées. Puis avec le temps, ben, sont Donc, quand fine-tunées. tu dis ses perceptions, c'est sa façon de percevoir ou de comprendre le monde autour d'elle, c'est ça? Oui, ses pensées peuvent être un peu dérangées, donc qu'elle va vraiment s'imaginer des trucs alors que c'est pas le cas. Euh, puis la parenthèse, c'est que l'avantage de faire participer la personne, c'est qu'à un moment donné, la personne devient experte de sa Mhm. propre vie, de sa propre santé mentale et à voir venir ces signaux-là. Donc, c'est ça qui est très important. Fait que si je reviens aux ateliers, si le thème, c'est les signaux avant-coureurs, on va commencer, l'animateur va commencer par demander aux gens, c'est quoi, vous, vos signaux avant-coureurs? Avant d'aller moins bien, qu'est-ce qui vraiment vous, euh, vous dérange ou fait en sorte que vous basculez? Et là, les gens vont parler et l'objectif qu'on s'était fixé par rapport à nos ateliers,
c'est à la fin du tour de table où là, encore une fois, l'entraide est un des éléments actifs, mais en même temps, ça Mhm. permet aux gens de dire, ah ben, il n'y a pas juste moi qui, quand à un moment donné, il a une mauvaise nuit, des fois, oups, il y a des symptômes ils peuvent arriver. Ah, OK, il y a tel élément. Ah, ça, moi, ça me rejoint moins, mais ça, oui. Et à la fin, l'animateur va compléter avec ce qu'on aura, ce qu'on aura amassé en termes de littérature scientifique par rapport aux signaux avant-coureurs. Donc, il va dire, ben, vous en avez mentionné plusieurs. Il y en a d'autres que je peux lister, puis voici. Donc, ils ont été vraiment validés. Et là, les gens vont dire, ah, je n'avais pas pensé à ça, puis c'est vrai, ben, moi aussi, je le vis. Donc, Mhm. c'est un exemple des signaux avant-coureurs, mais les autres thèmes convergent vers ça. Donc, on parlait tantôt de distorsion cognitive où il y en a d'autres thématiques, mais c'est justement pour, un, donner voix au chapitre à la personne. Deux, mettre ça dans un cadre non pas thérapeutique, mais un cadre d'accompagnement dans lequel les informations qui vont être mises, qui vont être euh, disponibles à la rencontre auront été validées. Et de fil en aiguille, euh, la progression de l'atelier de la semaine 1 à la semaine 10 euh, apporte vraiment, comme je disais tantôt, dans beaucoup de, 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 de validation qu'on a fait, vraiment une réduction des symptômes, entre autres, puis l'augmentation du sentiment d'auto-efficacité où la personne se sent beaucoup plus maître à bord. Tu sais, Parce Martin, que c'est pas juste une question d'éducation avec ces modules-là, donc c'est vraiment d'outiller la personne en plus aussi. exactement. Puis toujours avec la connotation aussi que les animateurs qui sont là, qui peuvent être un professionnel de la santé, oui, un intervenant ou un intervenant par aidant certifié, euh, le but, c'est pas de les voir comme la personne qui est à la source du savoir, mais bien la personne qui transmet des informations qui ont été validées par un comité d'experts en lien avec, par exemple, l'anxiété, la dépression ou la bipolarité. Euh, et ce qui est important, c'est de voir la progression. Je pense qu'il n'y a rien de mieux que de te raconter des histoires. C'est sûr. Qu'est-ce que ça, Volontiers, oui. qu'est-ce que ça mange en hiver, un atelier? Il y en a une qui est incroyable, une personne qui était incapable, mais incapable d'aller dans des lieux publics, puis surtout d'aller faire son épicerie. Ça l'incommodait évidemment énormément. Euh, et donc, mais elle s'est inscrite. Puis c'est ça qui est intéressant parce que la personne ne va pas bien, mais elle se dit, il y a comme il y a comme un tremplin qui est là, puis il le fait vraiment de dire, eh ben, c'est le début vraiment de l'autogestion, là, tu sais. Donc, il n'y a personne qui est à un degré zéro de l'autogestion, même si elle ne va pas bien. Donc, cette personne-là, elle commence l'atelier. Puis au fur et à mesure, nous, nos bureaux, on peut voir les gens venir. Aujourd'hui, il y en a en virtuel, mais ceux qui sont en présentiel, on voit qu'à la première rencontre, les gens sont un peu dans leur coin, sont sur leur téléphone, n'osent pas trop se parler. Et là, Hmm. les semaines passent. Et moi, c'est ce qui me rend le plus enthousiaste par rapport à nos services, c'est que là, tu commences à voir des gens qui commencent à interagir aux pauses. Euh, et là, ça avance, ça avance. Je reviens à la dame, c'est qu'à la fin, souvent, on, on dit aux gens, ben oui, vous pouvez apporter de la bouffe, ou, tu sais, c'est la rencontre bilan, la 10e rencontre, ben oui, puis c'est eux qui décident, c'est pas inscrit dans les cahiers, mais souvent, c'est l'effet de groupe. Euh, et cette personne-là, elle avait manqué une semaine, et elle est arrivée à la semaine 10, et là, elle voyait les gens qui étaient arrivés avec des muffins, des biscuits. Euh, et là, elle a dit, oh mon Dieu, je n'avais pas l'info, ça ne sera pas long. Et on était près de marché d'alimentation. Elle s'en va au marché d'alimentation, elle revient. Et en revenant, elle s'est rendue compte que c'est la première fois depuis 10 ans qu'elle rentrait dans un marché d'alimentation. Elle ne s'est même pas rendue compte, elle n'a eu aucun symptôme, elle n'a pas eu d'appréhension et elle l'a nommé à la rencontre bilan. Là. Bon, tous les gens étaient incroyables et avaient entendu son parcours. Donc, c'est signe d'un fois que Euh, et c'est pas, quand on parlait de données probantes, c'est pas de dire que c'est l'atelier, mais c'est la combinaison de la Mhm. personne
elle décide, je veux m'en sortir, je veux participer à quelque chose. C'est probablement la combinaison de gens qui étaient là avec elle, Mhm. doublé de ben, peut-être qu'elle s'est pris en main avec d'autres trucs dans sa vie, mais ça prouve une chose, c'est que ce qu'on fait à relief peut vraiment faire une différence Mhm. significative, mais que ce n'est pas nous qui faisons la job, c'est vraiment la personne Mhm. qui se prend en main et tout ça. Ça nous rappelle pourquoi des moments comme ça, l'histoire que tu racontes, ça nous rappelle un peu pourquoi on fait le travail qu'on fait aussi, là. Mais ça, c'est une personne qui, de toute évidence, fait enfin, de beaucoup d'anxiété. Mais peut-être qu'on peut, je veux dire, c'est quoi l'anxiété? Il y a différents troubles anxieux. Tu as parlé de dépression aussi. Il y a différents types de dépression. La bipolarité, ce qu'on appelait la maniaco-dépression à l'époque, là, c'est aussi, il y a différents types. Est-ce qu'on peut peut-être prendre quelques minutes pour que les gens comprennent de quoi on parle, qu'on fait référence à ces troubles-là? Ben, absolument. Puis je pense concrètement pour que les gens puissent comprendre euh, de quoi on parle quand on dit maladie mentale ou santé psychologique. Moi, j'aime bien dire, euh, par rapport à l'anxiété, on en vit tous. Si on était au degré zéro de l'anxiété puis qu'on n'avait aucune peur, ben, on traverserait aux lumières rouges et puis on se Mhm. soucierait d'aucune règle. Donc, ça ne fonctionne pas. Donc, on vit tous de l'anxiété, mais c'est de l'anxiété qu'on dit normale. Puis j'aime amener la mise en situation suivante. La personne, je te dis, Martin, tu donnes une conférence dans 3 semaines. C'est devant 200 personnes. Bon, voilà. Euh, ben, je C'est stressant. synthétise. Je synthétise trop, mais ça peut être, tu veux dire, OK, bon, c'est OK, c'est stressant, il faut que je me prépare, mais tu vas vaquer à tes occupations, tu vas enseigner, tu vas faire tes trucs, tu vas bien dormir. Ça m'empêche pas de vivre, c'est ça. Ça ne t'empêche pas de vivre. Oui, est-ce que tu peux avoir des papillons la journée d'avant? Assurément. Est-ce que la veille, tu peux avoir un petit peu plus de misère à t'endormir? Ben oui, assurément. Est-ce que 15 minutes avant de monter sur scène, un petit vertige? Ben oui. Versus un autre Martin qui, on lui dit, ben, Parce que dans tout trois ça, c'est semaines, dans les limites, tout ça, c'est dans les limites de la normalité, là, essentiellement, là. exactement. Mais si un autre Martin, on lui dit exactement la même affaire, dans 3 semaines, tu fais une conférence, et qu'à partir de ce moment-là, tu commences à moins bien dormir, pas mal plus tendu, pas mal plus irrité par rapport à ton entourage, au travail comme à la maison, ben là, il y a une lumière qui s'allume. La lumière qui s'allume, c'est à partir du moment qu'on n'est pas capable de vaquer à ses occupations normales, ben là, il y a peut-être quelque chose qui cloche. Et là, c'est là qu'il faut communiquer avec relief ou de dire, OK, je ne me reconnais plus. Puis je pense que on peut faire exactement le même parallèle entre la déprime et la dépression. On a tous vécu des moments de déprime dans notre vie, que ce soit la perte d'un être cher, on perd une job, une situation économique, bien d'autres choses, mais on va demeurer réactif. Quand je dis réactif, c'est que on passe un mauvais moment, mais il y a un ami qui nous dit: Hey, viens donc voir un film, ça va te changer les idées, ça va te Mhm. faire du bien, tu es isolé depuis une semaine, tout ça. Ouais, ça me tente pas tôt, mais je vais y aller. Puis ça va effectivement nous faire du bien. Mhm. Euh, la différence entre ça et la dépression majeure maladie, c'est vraiment une maladie au sens clinique du terme. Donc, la personne, il faut qu'elle ait vraiment des symptômes persistants depuis au moins 2 semaines, 5 symptômes sur 9. Donc, la personne a Comme vraiment toi, par exemple. une humeur dépressive qui est Mhm. présente pratiquement toute la journée, Mhm. euh, qui vit, oui, de l'anxiété, que la concentration est un petit peu plus, est moins présente, qui peut avoir des pensées suicidaires et même 15 des gens peuvent Mhm. tenter de suicider. Mhm. Donc, il y a plusieurs symptômes qui font en sorte que la personne n'est plus en mesure de vaquer à son travail. Évidemment, il y a des intensités, mais à l'extrême, la personne ne va vraiment pas bien, puis elle a vraiment besoin d'aide. Il y a beau avoir un soleil à l'extérieur en plein mois de juillet, la personne ne le voit pas, puis c'est même l'inverse. C'est-à-dire, Mhm. le soleil te tape sur les nerfs tellement que
tellement que tu te dis, je devrais être heureux, je ne suis même pas heureux, il fait beau et tout ça, ça ne marche pas. Mhm. Évidemment qu'il y a différentes variantes dans la dépression. Il y a la dépression saisonnière, il y a la dysthymie qu'on appelle la dépression persistante aujourd'hui, la dépression postpartum également. Mais le cœur de l'enjeu, c'est vraiment la différence entre la déprime et la dépression, ou la dépression, euh, on- on- même si quelqu'un nous invite à aller voir un film, même si quelqu'un Mhm. nous dit, bon, ben, viens un show d'humour, ça va te faire rire un peu, mais ça peut même être pire. Mhm. Euh, Puis Donc, on peut faire la même chose avec le trouble bipolaire. Donc, les variations normales de l'humeur, on a tous des élans d'enthousiasme, on a tous des moments de découragement, mais c'est une petite ligne comme ça. ouais. C'est jamais la ligne plate. Ça, on va la vivre une fois dans notre vie, puis ça va être en fin de vie. Alors que la personne qui vit avec un trouble bipolaire, ben, ces oscillations d'humeur-là sont beaucoup plus, évidemment, beaucoup plus grandes. Donc, on parle beaucoup de la symbolique de la montagne russe quand on parle du trouble bipolaire, évidemment. Donc, la personne vit des downs comme on peut, qui s'apparentent aux mêmes downs que ceux qui vivent avec la dépression. Puis les highs, les hauts, ben, c'est complètement l'inverse. Donc, une humeur exaltée, la personne se sent invincible. Il y a vraiment, les plaisirs sont augmentés. La personne se sent super bien. C'est les autres qui vont pas Mhm. assez vite. L'image de on est sur, euh, on est sur une autoroute. La personne en hypomanie, qui est une phase un petit peu moins élevée que la manie, peut rouler à 120, 125. Ça va bien tant et aussi longtemps qu'il n'y a pas quelqu'un qui roule à 110 devant nous et qui peut nous apporter beaucoup d'irritabilité. Donc, on a de la misère avec les autres Mhm. parce qu'ils ne sont pas capables de nous suivre. Et il y a beaucoup, quand les gens sont en phase de manie, et ça, c'est très, très difficile pour les proches. La personne n'accepte pas que c'est une maladie, ne se sent pas malade, alors que quand on est en dépression, évidemment, on sent qu'il y a quelque chose qui cloche. C'est ça, parce qu'il y a plusieurs personnes qui décrivent la phase maniaque ou hypomaniaque, on va pouvoir peut-être y revenir, mais comme un moment d'extase presque jouissif, hein, donc très créatif, on connaît peu de limites. Donc, quand on parle de trouble bipolaire, il y a un volet dépression, puis encore une fois, c'est pas une petite déprime, c'est une dépression clinique. Puis pour que ce soit pas juste une dépression, puis pour parler d'un trouble bipolaire, c'est qu'il y a un volet qu'on appelle soit maniaque ou hypomaniaque, donc un moment d'extase, j'aime pas le terme, mais c'est un peu ça. Et puis la différence entre maniaque et hypomaniaque, c'est finalement une question de durée de l'épisode et puis aussi d'intensité. C'est bien ça? Exactement. Puis c'est une oscillation qui peut différencier d'une personne à l'autre. Il y a des gens. Oui, mais ça ressemble à quoi, justement? Ouais, Peut-être des gens dans ton entourage qui viennent à relief. Ça se présente comment? il n'y a pas il y a pas de pattern unique. Donc, les oscillations d'humeur peuvent varier d'une personne à l'autre. Bien sûr, on peut faire des moyennes. Donc, il y a des gens qui, c'était le cas de Guy Latraverse, notre fondateur, que lui passait 6 mois en phase de manie, puis 6 mois en dépression. Puis ce qu'il racontait, c'est que euh, dans son agenda, c'était très marqué. Dans les 6 mois qui était en phase de manie, son agenda était plein, 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 plein. Et en dépression, c'était vide, 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 vide. Mais à l'époque, avant, il a commencé à souffrir de cette maladie-là à la fin des années 60, début 70, mais il a été diagnostiqué seulement en 86. Mhm. Et à l'époque, les gens disaient, ben, c'est normal qu'il se repose. Il a tellement travaillé les C'est ça, premiers mois c'est que là, c'est ça. normal. Et il allait voir des professionnels, et puis ça dépend ce qu'il mentionnait aussi. Donc, bref, il y avait des phases 6 mois, 6 mois. Il y en a d'autres que c'est un petit peu plus rapproché dans le temps, euh, de semaine en semaine. Et il y a même des gens qui vivent ce qu'on appelle des phases mixtes. Donc, la personne qui, à la fois, présente des symptômes dépressifs et des symptômes de manie. Donc, la personne ne va pas bien, elle a une humeur un peu plus dépressive, mais elle est immensément agitée. Donc, qui est plus le lot de la phase de manie. Donc, il y a beaucoup de variantes. Ce qu'il faut faire attention au niveau du trouble bipolaire, c'est vraiment
de s'attarder, là, je parle aux professionnels de la santé, sur l'histoire de vie familiale au niveau génétique. Donc, on sait que si un des deux parents a le trouble bipolaire, ben, l'enfant a une chance sur quatre de développer la maladie. Donc, de poser la question, est-ce que quand la personne ne va pas bien, parce que souvent, on peut aller consulter en phase dépressive parce que le trouble bipolaire peut commencer par une phase dépressive. Mhm. Et une des questions qu'il faut poser souvent, c'est est-ce que dans votre famille, il y a présence de gens qui vivent avec une problématique de santé mentale? Et si la personne dit, puis là, je pense que ça se démocratise un peu plus, même s'il y a encore beaucoup de travail à faire. euh, si la personne dit, ben moi, ma mère, elle vit avec un trouble bipolaire, OK. Donc, ça pourra avoir euh, une, euh, une différence au niveau des traitements à préconiser Mhm. pour la personne, par exemple. Euh, donc, et l'implication des proches aussi, elle est essentielle parce que c'est vrai que pour le trouble bipolaire, ça peut sembler vraiment pour les gens assez spectaculaire et ça peut l'être. Euh, Justement, sur le plan, mettons, du comportement, tu as parlé d'une phase d'agitation. Ça ressemble. Qu'est-ce qu'une personne en phase maniaque ou hypomaniaque, comment elle se comporte? ben, j'amène beaucoup le fameux entonnoir, tu sais, où que normalement, quand on va bien, on a des idées dans la tête, on passe à la parole, on dit des trucs, deux, trois idées. Mais en phase de manie, la personne, il y a tellement d'idées qui débordent dans le cerveau, il y a tellement de choses, mais il y a seulement qu'un conduit à la fin. Donc, la personne va se mettre à parler énormément vite, va sauter du coq à l'âne. Donc, il y a ces trucs-là de reconnaître quelqu'un qui, oups, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Donc, il y a premièrement ça, le fait que la personne est agitée, parle beaucoup plus vite, se met à avoir plein de projets. euh, euh, Dans se les met à pires cas, dire c'est souvent des projets même grandioses. des projets grandioses. Guy Latraverse, on peut en parler. Euh, il a créé pour ceux qui sont un peu plus vieux, qui ont mon âge, qui a créé avec Diane Dufresne le show Magie Rose au Stade olympique. Ben, ce spectacle-là, il l'a conçu en phase de manie. Et Ah au ouais. moment du spectacle, il était en phase dépressive. Et il l'a raconté publiquement. C'est que le soir du spectacle, c'est le rôle du manager de l'impresario d'être à côté de son artiste et lui, il était caché dans une loge en petite boule au stade olympique. Il était incapable d'affronter ça, mais il avait conçu le show en phase de manie. Donc, ça peut mener à toutes ces extravagances-là, comme il y avait un médecin omnipraticien que je connais qui s'est mis à être en phase de manie. Il était aux États-Unis, il s'est mis à acheter des vaches, des poules, des cochons et tout ça. OK. Puis c'est seulement en rentrant au Québec qu'il s'est rendu compte de tout ce qu'il avait fait. Puis finalement, il s'est acheté une ferme pour être capable de tout prendre ça. Je blague Et parce qu'il faut au en rire, moment, même oui, si c'est dramatique, parce que c'est une histoire drôle, celle-là, mais c'est sûr que c'est immensément dramatique pour les proches. ouais. On reçoit des appels de proches qui nous disent mon mari est en train de dilapider tous les biens parce que quand on parlait tantôt que les plaisirs sont vraiment augmentés, ben la personne peut, ça peut être au niveau des finances. Donc, elle peut dépenser, elle peut loader ses cartes de crédit et elle peut vraiment détruire tout le patrimoine familial. Donc, ça, c'est épouvantable. Et il n'y a pas grand-chose à faire quand on est sur le moment. Euh, Par contre, et c'est là qui est intéressant quand on peut accompagner les gens, c'est une fois que ça revient, parce que une chance que la personne ne peut pas être continuellement en phase de manie, puis à un moment donné, le corps ne suit plus, c'est que quand la personne revient en phase, qu'on dit ultimique, donc normale, donc la personne n'est pas en phase de manie ni en phase dépressive, c'est là que ça devient intéressant d'avoir une démarche euh, de couple ou de famille, de dire, OK, et si ça revenait les symptômes, parce qu'il n'y a rien qui peut garantir, même si il peut y avoir un soutien pharmacologique, un soutien Mhm. psychologique, un accompagnement, il n'y a rien qui peut, il n'y a pas une personne sur la Terre qui peut dire non, non, vous n'aurez plus jamais de phase, mais c'est comment on peut prévenir ça? Est-ce qu'on peut limiter, par exemple, la limite de crédit des cartes de crédit, par exemple?
pour justement faire attention. Est-ce qu'on peut découper en morceaux sa carte de crédit? Donc, faire attention pour que si à un moment donné, ça va moins bien. Et le fait d'apprendre à se connaître, comme par exemple à nos ateliers ou à notre accompagnement individuel, ben, on est capable de voir venir ces signes-là. On est capable, moi j'ai entendu très, très souvent des gens qui disaient, je me sens, là, je me sens entrer en phase d'hypomanie, là, je sens que je suis plus énervé, je sens que, et que la personne a le temps de dire, je pense que je vais aller voir mon médecin, je pense que je vais aller voir si au niveau de ma médication, il n'y a pas quelque chose à faire. C'est Donc, extrêmement important ce que tu dis, parce que souvent, je veux dire, euh, une fois que l'épisode maniaque est franchement enclenché, la personne, elle est plus réceptive la plupart du temps. Elle est plus réceptive aux conseils, aux orientations, à l'encadrement. Donc, il faut le prendre ou l'apprendre quand elle est un peu plus calme entre deux épisodes, que ce soit un épisode maniaque, donc à l'extrême, ou à l'autre extrême, un épisode dépressif. C'est ça? exactement. Donc, tu sais, le plus important, c'est d'en parler, de communiquer, d'être en mesure d'avoir un réseau, un réseau social. Il y a bien des gens, quand ils viennent nous voir, pour toutes sortes de raisons, des fois, ils n'ont plus de famille. euh, Avec ce qui peut se passer des fois quand on vit avec une maladie mentale. Et Mhm. les gens vont nous dire d'emblée, ben, j'ai plus de réseau social, je suis seul. Ben, c'est une des raisons pourquoi on fait des ateliers Mhm. d'autogestion. Il y a une thématique vraiment essentiellement concentrée sur le réseau de soins et le réseau social de la personne. Donc, d'abord, d'expliquer que fait un médecin, que fait un psychologue, un travailleur social. On peut penser, présumer qu'en 2023, les gens connaissent tout ce qu'un professionnel. Non. Donc, ça aide énormément, mais aussi par rapport à l'entourage. Si la personne n'en a pas, ben, ça peut se construire. Puis c'est un des bienfaits quand les gens participent, par exemple, à un des ateliers de relief, c'est que l'entraide peut se forger à l'intérieur d'un groupe et se, se perpétuer après. Donc, la personne va reconstruire un réseau social et ce qui fait que quand on va moins bien, ben, on brise l'isolement qui peut être un facteur vraiment néfaste quand vraiment on commence à aller moins bien. C'est ça. Comment ça fonctionne? Donc, ça prend de l'argent pour offrir ces groupes-là. Qui finance tout ça? Ah, c'est une excellente question, Martin. Relief, depuis ses tout débuts, est pas très, très subventionné par l'État. Donc, actuellement, c'est moins de 10 de notre budget. Ça peut Donc, 10 s'expliquer. vient du gouvernement. Oui. Puis, grosso modo, il y a à peu près 60 de notre budget qui vient de la philanthropie, donc de toutes les demandes de dons qu'on fait au niveau des fondations, des entreprises. Et il y a un 30 qui vient de ce qu'on appelle nos revenus autonomes, donc les gens qui participent à nos ateliers d'autogestion, à notre accompagnement individuel. On a des services gratuits, bien entendu, mais ce qui est très difficile, c'est qu'après tant de temps, on a vraiment prouvé, entre autres, au ministère de la Santé et des Services sociaux, puis je ne suis pas gêné de le dire, de toute l'utilité qu'on puisse avoir au niveau de tout le Québec et même on offre de l'aide à des gens à l'extérieur du Québec et on s'est tout le temps buté à une porte close par rapport à- au fait d'instaurer ce que le ministère de la Santé parle d'auto-soin, nous on parle d'autogestion. On était précurseur en 2009-2010 et là, on a commencé à installer ça dans le réseau de soins, ce qui est un peu dommage, je dirais. On travaille encore en silo, malheureusement. Euh, Comment tu et expliques ça? Parce que, je veux dire, si on regarde les faits, vous offrez des services qui permettent de dégager d'autres services pour que les gens puissent. Tu sais, par exemple, les services que vous offrez, pour certaines personnes, ça peut être suffisant. Donc, cette personne-là va peut-être pas nécessairement consulter en psychologie, en psychiatrie. Donc, on dégage aussi du temps d'autres professionnels. Pourquoi la résistance, d'après toi? c'est- honnêtement, Martin, je ne comprends pas. Je ne comprends pas parce que peut-être que c'est une solution trop simple. Je sais que je suis sarcastique, là, mais on dirait que le fait, je pense que c'est un des avantages quand on travaille dans un OBNL, c'est il y a moins de structure, il y a moins de porte close, il y a moins de ah oui, il faut aller
faire valider ça par l'équipe X de l'autre pavillon. Et là, je ne parle pas contre les gens qui travaillent dans le réseau public, je parle du réseau public comme tel, que c'est tellement sclérosé, tellement difficile que c'est peut-être à cause de ça que la solution est peut-être trop simple pour la structure du réseau, je ne sais trop. Il y a peut-être aussi parce qu'on veut offrir au plan national euh, euh, un ensemble d'accompagnement qui peut être vraiment profitable. Mhm. Puis peut-être qu'il y a un manque de leadership au niveau de la direction de la santé mentale du ministère de dire, ben, est-ce qu'on peut permettre à Relief d'aller cogner aux portes de l'ensemble du réseau public puis d'offrir ce qu'ils ont à offrir, mais au lieu, nous, de charger quand même un prix assez Parce que important, même pour ça, il y a une résistance. ben, je dirais que en date où on se parle, moi, je n'ai jamais fermé de porte. Je discute encore avec les gens du réseau et tout. Je sens une certaine ouverture. On verra bien ce que ça va donner. Mais je sens qu'il peut y avoir une résistance, puis je ne sais pas pourquoi. Alors que on a notre vision de la place, par exemple, de la psychothérapie dans le réseau public, on a tout le temps milité Relief pour vraiment une juste place de la psychothérapie dans le réseau public. Euh, Puis on trouve ça plate que tout l'environnement des autosoins, autogestion soit un petit peu amalgamé là-dedans. Et le fait qu'il y a un manque de leadership, ce qui fait que je suis bien d'accord, moi, avec les spécificités régionales, je suis pour ça. En Estrie, ils ont des besoins. Montréal, c'est d'autres besoins, je comprends. Mais en même temps, de profiter peut-être d'une organisation comme Relief qui a un leadership dans l'accompagnement et de discuter avec justement chacune des spécificités régionales pour voir ça, c'est une volonté qui aurait pu s'implanter depuis 7-8 ans. Martin, honnêtement, je continue à avoir de l'espoir, mais ça a été vraiment très, très difficile pour moi comme directeur général de, 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 de m- de voir que Relief peut être un petit peu tassé parce qu'il y a eu un moment où on allait rentrer dans ce qu'on appelle le PQPTM, donc le programme Mhm. québécois pour les troubles mentaux, de la santé mentale à la psychothérapie. On était vraiment installé là-dedans et du jour au lendemain, nouvelle direction de la santé mentale, mais on a été un petit peu sur la voie de garage. Je sais C'est pas vraiment pourquoi. intriguant. Mais as-tu l'impression qu'il y a peut-être de la confusion? Tu sais, quand on parle d'autogestion, auto-soin, tu sais, l'auto-soin, par exemple, donc tu parles du programme québécois d'accès à la psychothérapie, ça fait partie d'une des étapes possibles. Je pense qu'il y a beaucoup de confusion autour de ce que c'est que l'auto-soin. Il y a l'auto-soin encadré, puis il y a l'auto-soin très passif. Donc, écoutez, monsieur, madame, lisez ça, rentrez chez vous, ce qui fonctionne très, très peu, très, très peu. Donc, ça prend un encadrement. Vous, ce que vous faites, c'est vraiment plus de l'auto-soin encadré ou de l'autogestion. Peut-être que les gens ne saisissent pas tout à fait, quand je parle des gens, je parle du ministère, la valeur ajoutée, tout ça, qui pourtant, puis ça, c'est bien démontré par la recherche, c'est tout à fait crucial parce qu'on vient multiplier l'efficacité possible d'intervention par... Oui, tu as absolument raison. Puis à la décharge de tout ce que j'ai dit depuis quelque temps, j'ai fait un éditorial qui, je pense, doit être dit. Je sens une volonté de mieux comprendre, de mieux contextualiser. Ce qui est juste dommage, c'est que nous, on avait commencé ça en 2009-2010 et au moment où le ministère de la Santé a adapté NICE, entre autres, où on a amené la notion d'auto-soin, c'est qu'on n'a même pas été consulté. Alors que nous, le concept de soutien à l'autogestion était bien implanté. On aurait pu vraiment partir de ce qui était déjà innovant au Québec parce que le principe était adaptons à la québécoise NICE. Parce Parfait. que Nice, il faut le dire, c'est le Royaume-Uni. C'est le Royaume-Uni, exactement. Et on a voulu l'adapter au Québec. Ben, absolument, j'ai aucun problème. Mais regardons ce qui On se a fait ici, au Québec. Donc, d'où j'ai été un petit peu. Et ce que tu amènes, c'est ça qui est un peu compliqué. C'est qu'on là, on se promène avec des termes, puis monsieur, madame, tout le monde, ils ne veulent pas avoir une guerre de termes, ils veulent vraiment être aidés, mais surtout être accompagnés aussi. Puis je suis content que tu en parles. Effectivement, la science nous dit, ben, je pense qu'il y a une notion d'accompagnement là-dedans. Oui,
au gouvernement, on parle d'auto-soins dirigés, auto-soins non dirigés, mais je trouve à un moment donné, on parle d'éducation psychologique, mais c'est bon pour les gens qui sont dans un bureau pour faire de la recherche, puis je suis pour, mais si on veut concrètement aider les gens en bonne et due forme, je pense qu'il faut mettre un petit peu plus de leadership sur le terrain puis dire, ben, je pense que je vais prêcher pour ma paroisse, mais je suis un peu là pour parler de relief, mais il y a une organisation qui est là, qui a bâti toutes ses lettres de noblesse là-dessus, qui est entourée de professionnels de la santé, d'une chaire de recherche. Je pense qu'il faudrait peut-être les écouter puis qu'il n'est pas C'est trop sérieux? tard justement pour le Ouais, faire. c'est très sérieux. Écoute, Jean-Rémy, je veux te remercier pour ton temps. C'est toujours un plaisir de discuter avec toi. On va mettre dans le descriptif tous les liens pour les gens qui seraient intéressés à communiquer avec Relief pour de l'information. Est-ce que c'est possible aussi de faire des dons? J'imagine que vous êtes ouvert aux dons. Absolument. Les gens n'ont qu'à aller sur relief.ca. Il y a un bouton donner. C'est aussi simple que ça. Donc, chaque geste de chaque personne est très significatif. Donc, ça nous permet vraiment de continuer nos services gratuits. Donc, c'est, Faut pas on, hésiter. Faut pas faut pas hésiter. hésiter. On ouvre la porte. On, on est très recevant. Bon, on va mettre le lien aussi dans le descriptif. Jean-Rémy, mille merci. J'espère qu'on va se recroiser prochainement dans un autre comité comme on le faisait à une certaine époque. Absolument. Je te souhaite un franc succès dans toutes tes démarches, puis avec relief. Ben, merci Martin pour l'opportunité. Plaisir.